Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mardi 6 décembre 2022. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée au dialogue méditerranéen Rome-Med. On va commencer par un premier reportage où le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est envolé mercredi dernier vers la capitale italienne Rome pour participer au dialogue méditerranéen Rome-Med. À l'issue de sa visite, le chef de la diplomatie égyptienne a évoqué la vision de l'Égypte sur nombre de sujets régionaux et internationaux et a examiné avec des ministres et des responsables participants des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. Un commentaire. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, a participé au dialogue méditerranéen Rome-Med. Le ministre des Affaires étrangères a prononcé une allocution lors de laquelle il a évoqué la vision égyptienne sur nombre de sujets régionaux et internationaux et a examiné avec des ministres et des responsables participants des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun. 50 pays ont pris part au Forum du dialogue méditerranéen cette année, ainsi qu'un grand nombre de ministres des Affaires étrangères, de représentants des organisations internationales, des personnalités éminentes opérant dans les domaines politiques et de recherche, des hommes d'affaires et des patrons de grandes entreprises mondiales. La création du Forum de Rome pour le dialogue méditerranéen remonte à 2015, à l'initiative du ministère italien des Affaires étrangères et de l'Institut italien d'études internationales, dans le but de lancer une discussion de haut niveau entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée sur des défis communs à la lumière des multiples crises qui menacent la sécurité et la stabilité dans la région méditerranéenne, ainsi que des possibilités de coopération et de développement. M. Shoukry a jugé important vendredi d'assurer le financement nécessaire pour soutenir les secteurs de l'économie verte et relever les défis découlant des menaces du changement climatique afin d'être sur la bonne voie dans le contexte de l'action climatique. Les travaux du forum ont compris la tenue d'une session pour engager un dialogue avec le chef de la diplomatie égyptienne afin de s'informer de près de la vision de l'Égypte envers nombre de questions régionales et internationales actuelles. Lors de cette session, M. Shoukry a passé en revue les défis auxquels est confrontée l'Égypte, à la lumière d'une situation géopolitique changeante imposée par les évolutions que connaît le monde au cours de ces dernières années. Il a de même étalé les développements sur la scène régionale en Libye, en Irak et dans la région sahélo-saharienne et la situation actuelle de la cause palestinienne et l'avenir de la reprise du processus de paix. La séance de dialogue a également abordé d'une manière élargie la météorologie de la direction de l'Égypte en matière de négociation lors de la conférence sur le climat COP27, le processus des négociations pour parvenir à la mise en place du fonds pour les pertes et dommages liés au changement climatique et un document final en faveur des intérêts de toutes les parties, notamment les pays en développement et africains. M. Shoukry a traité les défis liés à la sécurité alimentaire et énergétique exacerbés par la crise ukrainienne, soulignant l'importance de l'action internationale pour s'avancer vers un règlement politique de la crise ukrainienne et de travailler en parallèle au renforcement des mécanismes internationaux pour atténuer l'impact de la crise sur les pays en développement. Et pour parler plus en détail de ce forum Rome-Med, nous avons en ligne Madame Farida El-Choubechi, députée, écrivaine et journaliste. Bonsoir Madame Choubechi. Bonsoir et à vous et à tous les téléspectateurs. On est ravis de vous avoir comme d'habitude et on aimerait parler de l'importance stratégique du forum Rome-Med. Vous savez que le dialogue et l'entretien à tous les niveaux entre deux pays, entre quatre pays, entre le monde entier, le dialogue, c'est la seule solution de tous les problèmes possibles. Tout ce qu'on peut, tout ce qui paraît insoluble peut être résolu et peut avoir beaucoup de résultats très positifs
avec le dialogue. Et le dialogue, ça permet l'aide, l'entraide entre les pays et la concertation pour les meilleures possibilités pour avancer leur pays. Oui, je vous écoute. Oui, alors là, c'est très prometteur, ce dialogue-là, le forum, et parce que le monde entier maintenant traverse une crise sans précédent, parce qu'on a à peine passé, à peine 2 ans après le point culminant du Covid-19, et maintenant, en plus de ça, on a eu la guerre russo-ukrainienne. Alors là, vraiment, le monde entier a besoin de s'écouter les uns les autres, de trouver des solutions, d'essayer d'instaurer la paix à la place de la haine et des massacres causés par la guerre. Bon, moi, je crois que ça, c'est un pas très positif des pays de la Méditerranée. Et quels sont les défis communs de la région méditerranéenne? Les défis, c'est d'abord, il y a comment dire, c'est-à-dire il y a des ambitions qui ne sont pas légales, comme des gens qui veulent contribuer et s'associer et même s'emparer des ressources naturelles des pays de la Méditerranée, comme le pétrole et le gaz. Et il y a aussi des ambitions aussi hors la loi, comme les pays c'est-à-dire imposent leur point de vue et leurs bénéfices au profit de la Syrie, de la Libye, comme nous avons vu, par exemple, la Libye, qu'est-ce qui lui arrive maintenant, et même l'Irak. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, comme le président Al-Sisi a travaillé dans le sens de convaincre tout le monde que le dialogue, c'est le meilleur moyen de résoudre les problèmes du globe. Donc les principaux défis auxquels fait face la région, c'est d'une part la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique en quelque sorte. Et je voudrais savoir comment ces deux domaines évoluent avec la guerre russo-ukrainienne. Justement, c'est pour ça que le président Al-Sisi a demandé qu'on fasse tout notre possible pour terminer la guerre russo-ukrainienne. Et moi, je crois que les pays qui envoient en abondance les armes vraiment massacrantes à l'Ukraine, ça, ce n'est pas pour le bien du peuple ukrainien. Et c'est pas bien pour la région, et c'est pas bien pour le monde. C'est-à-dire, pourquoi on n'essaye pas, au lieu de faire des efforts dans la destruction, pourquoi on ne fait pas des efforts dans la construction de la stabilité et du respect mutuel entre les pays. Et c'est ça le problème, c'est parce que maintenant, le monde a encore, il y a le défi du climat aussi. Il y a beaucoup de choses maintenant qui imposent qu'on essaye de travailler ensemble au lieu de s'entretuer. Oui. Et comment pensez-vous que la Russie va réagir concernant les sanctions de l'Union européenne et du G7 sur le prix du baril de pétrole russe? Comment est-ce qu'elle va réagir? Je crois que la Russie ne va pas accepter ça. Et je crois que la Russie, c'est une force très importante. En ce qui concerne ma génération, la Russie nous a beaucoup aidés à nous et a beaucoup aidé même le monde arabe contre beaucoup d'ambitions
que tout le monde sait maintenant, et ce n'est pas le moment d'en parler. Mais le problème, c'est que ce soit la Russie ou n'importe quel pays, nous voyons maintenant que le mieux pour le monde entier, parce qu'on ne manque pas de catastrophes avec le changement climatique. Il faut que maintenant tout le monde essaye d'unir les efforts de tous les pays pour instaurer un climat plus constructif, pour s'entraider, pour essayer de trouver des solutions à tous les défis qui nous affrontent même si on commençait maintenant. Alors, et ça, c'est très important d'y penser avec beaucoup d'intentions nobles. Pas comme, par exemple, les pays qui maintenant, oui, il faut connaître l'Ukraine et aider. C'est stupide de penser que l'Ukraine va vaincre la Russie. C'est seulement, il y a de jour en jour, c'est plus de victimes, plus de malheurs et plus de difficultés pour le monde entier. Bon, d'une part, on est devant une guerre qui n'est pas prête à s'arrêter pour le moment. Ça, c'est d'après ce qui se passe tous les jours. Et puis, d'autre part, connaissant la Russie, comme vous l'avez dit, sûrement pas que la Russie va accepter de vendre au maximum à $60 son baril de pétrole à l'Europe. Donc, quelles seront les conséquences et comment est-ce que cela va affecter l'Europe, à votre avis? Déjà, l'Europe a commencé à être affectée par une guerre qui n'est pas la sienne. C'est une guerre qui est contre Washington et la Russie. Et même le président ukrainien, on le pousse à continuer une guerre, inutile et qui va seulement répandre la ruine dans tous les pays qui s'imitent. Et il faut qu'on mette fin à cet acte fou là de faire une guerre maintenant et de mettre le monde entier au bord du danger et au bord de la ruine, parce que il y a un monsieur qui veut élargir son OTAN, l'Alliance Atlantique. Et ça ne se fait pas, parce que nous tous nous souffrons de tout ça maintenant. Il y a, par exemple, les ports ukrainiens sont parfois bloqués et on n'arrive pas à avoir le blé et je crois aussi le maïs. Il y a d'autres choses. C'est-à-dire tout est paralysé pour le moment. Et il faut, pour guérir cette paralysie, il n'y a que le dialogue qui sert. Il n'y a que le dialogue qui vraiment peut avoir un résultat raisonnable et convenable pour cette époque très difficile pour le globe terrestre entier. Bon, d'une part, le fait d'imposer des sanctions à la Russie par l'Europe et par l'Union européenne, et par le G7, qui souffrent déjà de cette guerre et qui vont certainement souffrir davantage à cause de ces sanctions. Alors, on trouve ça un petit peu paradoxal. Comment est-ce que vous l'expliquez? Le quoi, paradoxal? Le fait que l'Europe souffre déjà de cette guerre et qu'elle impose des sanctions qui vont avoir la répercussion du fait que l'Europe va souffrir encore plus économiquement. Comment est-ce que vous expliquez cela? Déjà, parce qu'ils souffrent. Déjà, les peuples européens dans plusieurs pays ont commencé à réagir contre cette nouvelle politique-là qui les ruine et qui vous savez, les gens à Washington sont loin de tout ça. C'est l'Europe maintenant qui en souffre. Et l'hiver qui va venir et qui apparemment, il est très fort cette fois. Et je ne sais pas comment on peut, à cette époque-là, avec toutes les difficultés du changement climatique qui menace le monde entier, et avec la guerre, et avec les maladies
terribles comme le Covid et tout ça, il faut qu'on s'arrête et qu'on y pense parce que les peuples européens peuvent se révolter contre toute cette politique-là et apparemment, vous devez le savoir sûrement, ils ont commencé à se révolter. Oui. Et à dire pourquoi nous payons les frais de quelle guerre? Pourquoi cette guerre-là? Et pourquoi on veut ruiner la Russie? Et pourquoi on veut ruiner la Russie et que la Russie croise les bras avec un sourire? Non, tout le monde a le droit de se défendre et défendre ses intérêts. Bon, ça, c'est mon avis. À votre avis, cette situation conduirait à quoi exactement? Cette situation conduirait, à mon avis, à l'arrêt de cette guerre parce que les peuples européens ont commencé à se révolter, à sentir le pays très très cher qu'ils payent pour une guerre qui n'est pas la leur. C'est pas, ils n'ont rien à voir avec l'ambition de Zelensky de devenir un membre de l'OTAN ou l'ambition de Biden qui veut menacer la Russie et lui imposer des sanctions vraiment incompréhensibles, c'est-à-dire qui ne s'expliquent pas. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il veut, par exemple, que la Russie accueille avec un grand sourire les fusées et les bombes de Zelensky? Non. Tout le monde sait ça. Et avant cette invention-là de l'OTAN, de Zelensky à l'OTAN, tout allait très bien, ou presque. Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de ruine, il n'y avait pas de tout ça. On l'espère en tout cas que cette guerre va s'arrêter bientôt. Madame Farida El Choubechi, c'était un plaisir de vous avoir avec nous comme d'habitude. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.